major types, well, there's only two types of financing. There's debt and there's equity. There's also hybrid, but it's just a combination of the two. Basically, it's usually debt that's converted into equity. And then there's also things called royalties and streams, which is kind of a debt, but there's different rights involved. They only have a right to say regular payments on an annual basis, and they don't have the right of return of capital. But it's a pseudo debt product. Next slide, please. So these are the types of debt financing available for small scale mining. So there's microfinancing, national development banks, equipment loans. And just a few words on debt. In early stage mining, in early stage gold projects, greenfield, or when you're just getting into production, debt is next to impossible to get. It's very, very difficult to get debt. Usually, starting out, it's all equity based. And there's a few reasons for that we'll get into. If you are going to get debt, sometimes you can get equipment loans if you have credit history and so on, and if you have other assets that the bank can look at. Can you go to the next slide, please? So these are some of the reasons why the banks are hesitant to lend against early mining projects. They don't really know what they're looking at. They're not mining experts. The cash flows tend to be very volatile, and there's no visibility. The assets are very difficult to value, if you're not an expert in the field. And even when you're an expert, it's hard to value some of these assets. The other thing is mining tenure is temporary. So if you go out and stake a claim, you have the right to that claim for a certain period of time, or as long as you meet the minimum work requirements. So you don't have it forever. It's not private property. And almost every jurisdiction works like this. So, if you go to the bank and say, I have this property and I'd like to borrow some money against it, they'll look at your tenure and they'll see that you only have it for a year. So they're very, very nervous about lending to you. And then even if you're in production, say if you're producing, it's very small scale, you're producing. Donc, un des aspects délicats en matière de gestion de la dette dans le domaine de l'extraction minière et artisanale à la petite échelle concerne la durée des tenures. Quand vous êtes à court de moyens de financement et que ces instruments finalement sont donc assez difficiles d'accès, il faut prendre en compte tous ces paramètres. Peut-on passer au transparent suivant, s'il vous plaît? Alors, c'est la raison pour laquelle, plus communément, on recourt à un type donc de financement par action. Et c'est la manière dont nous nous en sommes tirés également pour constituer le capital finalement des actions et de l'entrepreneuriat de l'entreprise pour laquelle je me suis impliquée récemment. Et c'est aussi une manière de créer un impact en tant qu'investisseur, de créer un réseau de partenariats aussi. Donc évidemment, il faut monter un dossier, et même, mettons, s'il s'agit d'une ville minière aurifère traditionnelle, il faut tout de même évidemment avoir tout un business plan qui tienne la route. Les gens hésitent, n'ont jamais, disons par exemple, décidé ou opté pour un prêt d'emblée, mais néanmoins, on a réussi à constituer un dossier nous permettant d'avancer quelques 50 000 $ pour lancer ce projet. Alors, prochain transparent. Voici un modèle de financement hypothétique. En fait, au bout du compte, lorsqu'il s'agit de financement par action, ces architectures et constructions se ressemblent toutes. Mettons que vous voulez investir 20 000 $, et comme retour sur cet investissement, vous espérez 20% de rendement et aussi 20% d'actions dans l'entreprise. Donc, vous avez 20% d'actions, de titres de propriété dans l'entreprise, mais aussi un rendement, bien entendu, un dividende.
à concurrence de ces 20%. Donc ça, c'est le modèle de base. Ces diapositives, évidemment, seront mises à votre disposition si vous souhaitez avoir plus de détails. Passons à la suivante. Alors, voilà le cheminement typique et standard de financement. Donc ça commence avec une réunion entre amis ou membres d'une famille, mettons. Pardon, là je vois qu'ici ça a été modélisé en parlant d'un investissement donc du fondateur. C'est en général donc quelqu'un qui rassemble justement l'information, je dirais, de départ, hein, de cet investissement, un apport de compétences bien concret, comme on appelle ça au départ. Et lorsque vous arrivez à rassembler donc ces compétences et ces capitaux de base à l'échelle familiale ou conviviale, vous exercez ensuite à élargir un petit peu ou à professionnaliser l'information dont vous disposez pour structurer ça de manière plus professionnelle, plus structurée, plus scripturale aussi, en créant le fameux business model dont il était question à la deuxième étape, avec un potentiel géologique à spécifier et tout un cahier de charges. Et ensuite, on arrive aux investissements professionnels à concurrence de niveau de seuil qui dépasserait par exemple les 10 000 $ ou plus. Là, évidemment, l'investigation, l'enquête géologique est tout à fait obligatoire. Après, il y a aussi un format de rapport technique rédigé qui est bien différent, avec un niveau de complexité mais aussi de confidentialité plus exhaustif. Ça vous permet d'élargir le champ de vos opérations, de commencer à entamer des démarches en matière de licence et de postuler le cas échéant pour les obtenir. Prochaine diapositive. Alors ici, vous voyez les différents types d'investissements qui peuvent exister en matière, donc, comme on le disait, de financement par action, avec donc des partenariats professionnels, des actionnaires minoritaires, un partage des dividendes et aussi des droits d'auteur. Prochain transparent, s'il vous plaît. Ou redevances, comme on les appelle plutôt dans le cas de l'exploitation aurifère. Alors, pourquoi l'investissement est-il de nature donc essentiellement actionnariale finalement dans le secteur minier traditionnel? Eh bien, comme on le disait, étant donné le niveau de risque et le manque de trésorerie ou de disponibilité au début, en amont des projets de cet acabit-là ou dans ce secteur, les investisseurs sont presque exclusivement ouverts ou intéressés par des projets de financement par action. Et cela permet de répartir équitablement les retours sur investissement, les titres de propriété et les bénéfices engrangés par l'entreprise, mais pas forcément un droit donc de récupération des capitaux investis. Donc il n'y a pas d'obligation de paiement justement de ces dividendes. Ça va dépendre de la quantité d'or que l'on aura trouvé, donc puisqu'il y a un aléa. Et le problème, c'est que c'est à la fois très précieux en matière de retour sur investissement, cela peut augmenter de façon exponentielle, et très incertain et aléatoire, dans la mesure où il n'y a pas de garantie sur les résultats. Donc quand on investit dans ce domaine, il faut investiguer un peu tous ces aspects et se sentir à l'aise avec ces facteurs aléatoires. Et une fois de plus, même si vous êtes du côté de la production en vous disant: «Bon, ben voilà, je me contente de produire à petite échelle et par exemple 2 onces par jour», eh bien, vous ne savez pas combien de temps dans combien de temps vous allez tomber sur le volume voulu pour exploiter ces 2 onces, ni combien de temps cette mine et ce filon sont susceptibles de durer. Par exemple, dans ma famille, on l'a fait depuis 30 ans. Et encore à ce jour, je n'ai jamais entendu dire qu'un prêt était facilement accordé par les banques. Donc, une fois de plus, je peux témoigner, je dirais, de source directe ici,
Quand on échange entre gestionnaires de projet, tout le monde voit que même si la première idée qui vient à l'esprit est celle de l'emprunt bancaire, en réalité, c'est une porte close face à laquelle vous allez vous trouver, nous ne vous donnerons pas d'argent. Donc, voilà, autant partir de ce constat. Prochain transparent, s'il vous plaît. Ok, donc vous avez décidé de chercher des investissements en dehors de votre cercle d'amis ou de parents immédiats. Que vous faut-il faire ou de quoi faut-il parler? Bien, donc avoir les infrastructures de base avec un business plan, on l'a dit, un modèle financier, des données tout de même avec toute une série d'archives sur la longueur ou la durée de vos activités dans ce domaine et puis un rapport technique, même basique, sur la manière dont vous procédez à l'extraction minière. Alors, quelle est cette infrastructure basique minimale pour démarrer ou songer à des investissements? Eh bien, il vous faut une entité légale, une personnalité juridique pour démarrer. Et c'est elle qui vous permettra de créer ensuite le compte bancaire, la structure managériale et tous ces facteurs doivent être en place avant de pouvoir vous tourner vers des investisseurs extérieurs. Une fois que cette entité est créée, donc, c'est elle qui aura le droit d'ouvrir le compte bancaire professionnel et la structure managériale devra, de préférence, contenir bien entendu des gens expérimentés à la matière. Mais donc, vous manquez de certaines de ces ressources humaines. Eh bien, il vous faut connaître au moins, je dirais, ces premières étapes pour savoir vers quel profil de compétences vous tournez pour justement arriver à parcourir ces premières étapes de lancement, je dirais, parce que si vous voulez emprunter 20 000 dollars, à moins qu'on vous les donne de main à main, ce qui est peu probable, eh bien, il vous faudra bien les stocker quelque part, à savoir avoir un compte bancaire à disposition. Alors, prochain transparent, c'est effectivement là que notre organisation intervient pour fournir un soutien dans la recherche d'instruments financiers que nous avons développé. Donc, Planet Gold a développé mis au point un modèle financier, un modèle de plan, de business plan finalement, et aussi un formulaire type de rapport technique à fournir. Donc, ce sont des modèles bien utiles normalement et qui fonctionnent parfaitement dans la recherche de financement par actionnariat dans le domaine de l'extraction minière. Ce sont des instruments qui s'attardent sur la viabilité, la faisabilité du projet, qui sont donc faciles à montrer aux investisseurs pour essayer de les convaincre et pour obtenir le soutien que vous recherchez dans le cadre de votre projet et vous aider à prendre les bonnes décisions. Prochain transparent, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que l'on n'entend pas? Une entité légale adéquate. Eh bien, une fois de plus, ce sont des organismes qui sont actifs, je dirais, de manière transversale, qui ont une base légale pour commencer. Il y a différentes options qui doivent cocher des cases. Je dirais, ça doit être d'abord votre propriété selon le profil de votre projet. Vous devriez être autorisé à importer une partie de l'équipement selon l'endroit où vous vous trouvez. Il vous faut également limiter la responsabilité du propriétaire par rapport aux gestionnaires qui seront impliqués. Et il faut bien entendu être enregistré pour être contribuable, je dirais, dans le sens où donc l'entité légale créée doit non seulement être à même d'ouvrir un compte bancaire, mais aussi de payer des impôts et une TVA, enfin le cas échéant, de contracter des emprunts, etc. Donc, et si vous voulez attirer même des investissements étrangers, là aussi, votre structure légale doit correspondre à un certain format. Pour la plupart, c'est petites entreprises artisanales
à petite échelle n'ont pas prévu finalement d'élargir leur actionnariat ou leur mode de propriété, ce qui n'est pas absolument nécessaire, hein, mais si vous envisagez des investissements étrangers, il faut y penser en amont également. Prochain transparent. Alors là, on va plus précisément s'intéresser au business plan et leurs principales caractéristiques. Et une fois de plus, cela va dépendre de votre projet. Et il y a néanmoins des caractéristiques communes à toutes dans ce cadre des maps. Hein. Finalement, on peut commencer par un résumé exécutif, une description du projet, une structure managériale, on l'a dit, des exigences en matière d'investissement, l'utilisation qui sera faite des investissements récoltés, et puis aussi des projets financiers qui doivent également inclure une somme de données historiques pour savoir quel pourcentage, par exemple, de ces actions vous êtes prêt à sacrifier ou à réinjecter dans le projet en termes d'investissement pour pouvoir calculer aussi quel serait le retour possible sur investissement et permettre aux investisseurs de faire leur propre évaluation et calcul. Il faut donc s'assurer que l'on est bien sur la même longueur d'onde et notamment l'utilisation donc de ces dividendes réinjectés afin de bien se conformer aux projets financiers, aux projections financières et de maintenir le cap par rapport aux objectifs qu'on se donne dans le cadre de ce business plan. Prochaine diapositive. Ici, on parle du cadre du business plan qui a été développé par Planet Gold avec l'AGC et qui, une fois de plus, correspond assez bien à la plupart des entreprises d'extraction minière artisanale ou de petite échelle. Alors, il s'agit vraiment d'une espèce de moule type, je dirais qu'on peut utiliser à bien des recettes, placements en la matière. Prochain transparent, s'il vous plaît. Alors, ici, vous le voyez, c'est le titre du business plan en question, une fois de plus, hein, donc des espaces de formulaires standards hein, qui sont mis à votre disposition et vous pouvez me poser les questions qui vous taraudent à ce sujet. Et voici par exemple la table des matières de ce genre, donc de cadre permettant d'éclairer votre business plan de la manière la plus éclairante possible pour vous donner une idée finalement de ce qu'inclut ces cadres types développés ou fournis par Planet Gold. Vous le voyez, il y a donc une trentaine de pages, à peu près 10 ou annexes pardon, inclus. Et prochain transparent. Là, on revient un petit peu aux entités managériales, donc, avec les types de partenariats existants, hein, selon que l'on soit en propriété unique ou en partenariat ou en corporation, et selon les niveaux de capitaux. La structure est plus ou moins simple, bien entendu. Voilà, alors à ce stade, avons-nous des questions sur l'un ou l'autre des transparents que vous avez vu défiler ou sujets que nous avons pu aborder? Je crois qu'il y a un moment prévu pour les questions-réponses à la fin de la présentation, donc on va peut-être continuer et enchaîner tout de suite avec la suite de la présentation. En l'occurrence, les modèles financiers. Et ils se trouvent en général à la fin du business plan. Et ils incluent toutes les données historiques donc, de l'opération.
en examinant aussi l'impact attendu par rapport à l'évolution de la valeur de cet investissement. Et voici un résumé finalement de ces modèles d'évaluation financière des opérations en EMAP, avec un tableau de bord, comme vous le voyez, qui permet d'avoir plusieurs indicateurs à l'œil. Ici, quelques estimations et suppositions lors de l'examen des différentes opérations en cours. Ce sont des modèles assez simples qui vous permettent de voir comment le modèle fonctionne avec les principaux entrants et sortants. Prochain transparent ici parle donc des estimations financières, la section du modèle qui vous présente les principales matrices financières finalement pertinentes pour ce genre de projet. C'est une fois de plus un modèle assez exhaustif, hein, qui, comme le business plan d'ailleurs, ne laisse rien au hasard normalement. Il est censé, je dirais que ça en fait peut-être trop d'ailleurs en fonction de vos activités, mais cela permet normalement euh, de penser à tout et selon vos besoins finalement de laisser de côté peut-être certaines sections qui vous seraient moins utiles. Vous n'avez pas toujours besoin de remplir ou de compléter tous les détails. Mais tout ce dont vous avez besoin devrait se trouver dans le modèle existant. Voilà, prochain transparent. Alors la section des opérations, avec une association entre chaque étape des opérations de l'activité minière et un coût précis, et puis finalement les aspects financiers donc, du modèle. Prochain transparent. Bien, alors, les éléments de base des modèles financiers. En gros, vous avez les produits de base et sur la durée de vie du projet, vous avez le prix prévisionnel. En général, les gens veulent avoir le prix au comptant, le cours du prix pendant les 5 années à venir, mais vous avez peut-être votre propre prix sur le marché. Ensuite, vous avez également des hypothèses sur les monnaies. Vous pouvez avoir les dollars ou les monnaies locales. Et ce seront vos coûts. Ce sont les deux leviers essentiels de chaque modèle. En général, les modèles financiers sont plus sensibles au prix des produits de base, mais également par rapport aux devises. Ce sont les leviers essentiels. À partir de là, vous avez vos ressources géologiques, vos hypothèses minières, vos hypothèses au niveau du traitement. Et en fonction du type de mine ou de traitement, vous avez vos projections financières et tout en revient au niveau du cash flow. Transparence suivant, s'il vous plaît. Il s'agit ici d'un exemple très simple de modèle financier. Vous allez avoir une cinquantaine de lignes dans un fichier Excel. En haut, vous avez le prix de l'or, les hypothèses. Ici, il s'agit du prix au comptant. Ensuite, les hypothèses au niveau des devises et ensuite les devises géologiques. Combien il y a de l'or? Quelle est la qualité de l'or et le nombre d'onces disponibles? Ce sera basé sur la ressource et vous allez faire des hypothèses pour élaborer combien d'or se trouve dans la mine. Il s'agit donc de la projection géologique de la ressource. Ensuite, vous avez votre système minier, comment cette ressource est traitée, est-ce qu'elle est en surface, en dessous, quels sont les coûts
quels sont les coûts pour extraire cette ressource. Si elle est en sous-sol, les coûts seront plus élevés. Ensuite, il y a plusieurs facteurs de coûts. Pour les opérations en surface, c'est évidemment le combustible. Souterrain, c'est la main-d'œuvre. En général, c'est la main-d'œuvre. En partant de là, par rapport à la mine, le minerai va à un système de traitement. On transmet généralement le minerai dans la mine, dans un modèle. Ensuite, l'or et le minerai traité. Ensuite, vous allez extraire votre or. Et là, vous avez le coût qui est associé au traitement. En fonction des types d'extraction il y aura un effet sur les coûts et cela s'inscrira dans vos projections financières. Je vois un certain nombre de questions à l'écran. Est-ce que ASM devrait acquérir les services d'un officier d'investissement? Alors, c'est plus facile, sachez, d'externaliser. Vous pouvez temporairement recruter un responsable financier en formant des personnes au sein de votre organisation. En fonction de votre niveau d'expérience, je vous recommanderais de recruter un responsable des investissements. Bon, ça peut être complexe, mais ces outils sont fort utiles et des ressources existent pour vous aider tout au long du processus. Maintenant, cela peut s'avérer quelque peu délicat parfois, alors je vous suggère de recourir au service d'un responsable des investissements et de le former en interne. Voici les projections financières du modèle. Vous avez vos revenus générés par rapport à l'or produit et par rapport... En fait, c'est facile à calculer. Il y a aussi la capacité de rendement et ce sera évidemment le métal que vous allez pouvoir extraire. Ensuite, vous avez les différents coûts, les combustibles, etc. Ce qui vous donnera votre cash flow que vous allez ensuite pouvoir utiliser pour avoir une valeur globale. Transparent suivant. Y a-t-il des questions à ce stade? Alors, je ne vous entends pas un instant, s'il vous plaît. Je ne vous entends toujours pas, dit l'orateur. Est-ce que votre micro est allumé? Non, le mien ne l'est pas non plus. Pardon, est-ce que votre micro est éteint plutôt? Est-ce que vous voulez bien inscrire votre commentaire dans la section des commentaires? Ah, voilà, je vous entends. Nous avons un certain nombre de questions. Vous avez déjà répondu à la première question posée. Nous avons une question technique. Vous utilisez le mot placer operation. Que voulez-vous dire par là? En fait, c'est une opération de gravier. Vous utilisez un excavateur, vous faites passer des matériaux par la main. En fait, c'est ça, c'est un peu comme dans un fleuve.
Ah, d'accord, merci pour cette clarification. La question nous vient d'Ingrid. L'autre question est moins technique. Il s'agit des différents matériaux que vous présentez. Ces matériaux sont-ils également disponibles en d'autres langues qu'en anglais? Nous allons voir ce processus. Je pense que c'est bien le cas, ou du moins que cela sera le cas, certainement. Merci. Ensuite, une autre question de Zuleka. Pour l'or secondaire, il est difficile d'estimer les réserves en or. Pourriez-vous nous citer quelques informations? Vous voulez dire par or secondaire le matériau qui a déjà été traité, où il y a donc l'or qui est à l'intérieur et qui n'est pas encore traité? Je ne suis pas certain, répond l'orateur. Bon, l'un vaut pour l'autre aussi. Ces types de dépôts sont encore plus difficiles à estimer. Qu'un dépôt naturel. Bon, je parle des résidus, mais ça peut être aussi autre chose de plus solide, comme des rochers. Pour le plâtre, les processus géologiques sont moins bien définis, sont plus intermittents. Il y aura donc des gisements d'or. Maintenant, si vous faites passer beaucoup de matériaux, vous saurez quel est leur grade. Mais il est difficile de savoir de quoi il sera. Alors, au niveau des résidus, vous ne pouvez pas avoir des hypothèses sur les processus géologiques pour faire un modèle sur la quantité. Il faudra donc prélever davantage d'échantillons. Des tendances deviendront en fait apparentes au fur et à mesure des antigenages qui vous permettront de faire des estimations assez raisonnables. Maintenant, elles seront bien moins connues qu'un dépôt naturel. J'espère que c'est cela dont vous parlez. Oui, je pense que sur les cas à parler de ça, elle parlait des dépôts alluviaux. Oui, oui, oui. Donc, il y a des tendances raisonnables. On peut retraiter les résinus. Cela peut être très lucratif. Ils ont déjà été travaillés et le traitement peut être plus intéressant. Sachant qu'on n'a peut-être pas utilisé un système de traitement très efficace, peut-être qu'il restera donc beaucoup d'or et tout sera peut-être dans un endroit et le traitement pourra s'avérer simple. Vous allez pouvoir facilement le récupérer. Ce sont des bons projets sur lesquels se pencher, mais sachez qu'ils sont difficiles à estimer parfois. Il faudra prélever aussi beaucoup d'échantillons pour voir la quantité. Oui, cela nous mène à la dernière question que nous avons reçue dans la session questions-réponses qui nous provient d'Indonésie. La question parle de l'estimation des réserves qui sont essentielles pour les investissements. Oui, alors vous savez, au niveau de l'estimation des réserves, vous n'allez pas pouvoir y arriver. Ce qu'il faudra donc faire, c'est prendre les données, recourir au service d'un géologue. Il va falloir un géologue expert en la matière qui se penchera sur le projet pour voir combien d'or vous avez produit. Ensuite, vous allez voir l'environnement géologique où est la mine et ensuite faire des projections. Vous n'allez pas pouvoir produire des réserves, pas de ressources qui sera conforme aux bourses. Mais par rapport à un professionnel minier, il pourra dire, voilà, je comprends ce que l'on dit ici, ce dépôt continuera pendant longtemps et je me sens à l'aise pour faire un investissement. Maintenant, sachez que ces types d'investissements étant risqués, il va vous falloir des fonds. Alors, poursuivons avec la présentation et ensuite, nous
consacreront le temps. Alors, les rapports techniques. Je reviens par rapport à ce qu'on a parlé avec le géologue. Un rapport technologique, technique, dépeint vos ressources à l'attention des investisseurs. Voici les points couverts dans le rapport technique. Vous voyez les droits de propriété, est-ce qu'il y a une communauté, est-ce qu'il y a des routes, l'environnement géologique, le type d'infrastructure, le type de dépôt, le site historique, les hypothèses de traitement. Ensuite, il y a une section pour des recommandations pour un travail supplémentaire. On travaille donc sur les ressources avec l'exploration géologique. Où est-ce qu'il faut regarder vos installations de traitement et ensuite trouver où est le goulot d'étranglement et où l'investissement peut avoir le plus d'impact. Transparence suivant. Le rapport technique de Plan Goal qui est basé sur la base standard au Canada, le 4301. Pas besoin d'avoir la même norme que le 4301 dans la mesure où nous n'aurons pas le même niveau d'investissement. Donc nous allons suivre le cadre et nous allons faire de notre mieux avec les ressources dont nous disposons. Un investisseur se penchera sur le rapport, sera à l'aise pour investir. Maintenant, le rapport ne sera pas standard. Il faudra regarder le rapport technique que vous aurez. Ce ne sera pas ce niveau de norme, mais ce sera un niveau de norme très élevé. Voici la page de couverture. Transparence suivant, s'il vous plaît. Voici la table des contenus. Nous avons déjà vu cela, les sections principales que j'ai mentionnées. Votre résumé, la description du projet, transparence suivant. Vous avez les réserves en minerais, les ressources qui ne seront pas applicables pour nous, mais nous allons définir les potentiels géologiques sera suffisant pour avoir des investissements. Transparence suivant et transparence suivant, s'il vous plaît. Voici quelques exemples de rapports techniques. Vous allez avoir une carte, le lieu géographique de votre projet. Ensuite, vous allez avoir la géologie régionale pour le projet. Transparence suivant. Voici la cartographie à un niveau plus large et plus petit. Et vous avez également la géologie locale, ce qui permettra à un investisseur de voir que vous avez les bonnes installations géologiques. Transparent suivant. En termes de sources d'informations pour ces rapports, parmi les meilleures ressources, ce sont les rapports techniques existants. Si vous vous trouvez dans des endroits où l'on mine à grande échelle, ils ont peut-être fait des rapports techniques qui vous aideront à rédiger vos propres rapports techniques. Vous avez les informations géologiques, avec les infrastructures, etc. Il y a également le travail régional et si vous avez la chance, ils auront couvert votre donnée avec des exemples de sol, géophysique. Vous allez pouvoir avoir beaucoup d'informations utiles qui vous aident dans votre exploration et qui vous permettront de compiler votre rapport technique. C'est le cas pour notre projet en Mongolie. Au niveau, nous avons l'un des les exemples de sol. Alors, nous allons aller jusqu'à la fin et nous prendrons les questions à la fin. Il est bon d'avoir une perspective investisseur
de quel type d'informations ils ont besoin pour pouvoir prendre une décision en matière d'investissement et quel sera notre processus. Alors, j'aimerais vous définir le processus de raisonnement. Lorsque vous allez voir un investisseur, sur la base de ce que vous dites, ils pourront voir la valeur de votre projet par rapport aux données et voir si c'est raisonnable. La distribution de valeur, par exemple, s'il vous donne 20 000 $, ce que vous retirez pour les 20 000 $. À quelle fin allez-vous utiliser les fonds? Allez-vous pouvoir débloquer de la valeur? Est-ce réaliste? Ils regardent la capacité, l'équipe de gestion par rapport à tous ces facteurs. Ils évaluent si, oui ou non, l'équipe de gestion sera à même de faire ce qu'ils ont à faire. Transparence suivant. Pour les investissements par action, il faut voir quels sont les avantages, car c'est très risqué. C'est la raison pour laquelle les gens sont intéressés. Mais il faut quand même que l'avantage soit important et il faut voir comment cela se matérialise s'il venait à investir. Ça, c'est très important. Alors, où pouvons-nous trouver les personnes qui vont investir dans vos projets? Voici les endroits habituels où l'on va trouver des entrepreneurs qui sont partants pour investir, les conférences minières, les salons, les producteurs d'or à grande échelle, etc. Transparent suivant. Voici un résumé de nos échanges. S'il y a des questions, je vais y répondre dès à présent. Oui, alors deux questions. La première, les outils financiers que vous décrivez se concentrent-ils essentiellement sur le traitement minéraux ou dans le traitement minéral et l'extraction? Ils sont applicables aux deux cas, ils sont conçus spécifiquement pour cela. Nous tentons de concevoir les outils de la manière la plus vaste possible et ensuite vous pouvez voir de quoi vous avez besoin pour votre projet. Merci. Et la dernière question, au niveau d'une compilation de toutes les informations d'anciens projets, la nouvelle opération pourra-t-elle l'utiliser comme ligne de conduite? Y a-t-il des études de cas? Oui. Alors, nous avons des business plans que nous pourrions partager en interne. Il faudra que j'envoie cela en interne pour voir si l'on peut les partager. Sachez que ces outils, les plans financiers, le rapport technique, le business plan, reposent sur ce type d'études de cas. Ces outils se basent sur les outils financiers standards et ils sont plus utiles que si je partage un plan commercial spécifique avec vous qui pourrait ne pas être applicable à tous les aspects de votre projet. Nous tentons de tout incorporer. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y en a encore le temps pour une dernière question. Oui, malheureusement, c'est vrai que je n'ai pas rajouté mon adresse email dans la présentation, mais je vais vous la mettre dans les commentaires pour que tout le monde puisse me contacter, si cela vous dit. N'hésitez pas. Et je vous orienterai du mieux que je peux. J'ai tout de même vécu et respiré toute cette atmosphère et toute cette bataille depuis un long moment déjà, donc je connais assez bien le terrain, je crois pouvoir vous être utile d'autant que je pourrai. Merci, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante et tous ces instruments assez précieux, c'est le cas de le dire au sens propre, au sens figuré, ça l'a été pour moi en tout cas et je pense certainement pour tout votre auditoire. Merci. Au revoir.